Ce que tu appelles grignotage, tu perçois probablement ça comme un problème, et sache que tu n'es pas seul. En fait, selon certaines données, environ 8 personnes sur 10 disent grignoter régulièrement. La plupart des personnes que j'accompagne me disent la même chose. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Alors selon certains, ce serait juste un manque de volonté, mais si c'était vraiment le cas, pourquoi autant de personnes galèrent avec ça? Moi c'est Léana, je serai très bientôt diététicienne et aujourd'hui je t'explique pourquoi le grignotage est souvent mal compris, dans quel cas il peut vraiment devenir problématique et surtout ce qui se cache derrière ces prises alimentaires. Bon, commençons déjà par un point important, le choix des termes. S'il y a bien une chose que je dis à chaque fois à mes patients, c'est que ce que eux considèrent comme des grignotages, moi je considère ça comme une prise alimentaire au même titre que le petit déjeuner ou le dîner. Pour beaucoup de personnes, manger à 16h en rentrant du boulot, c'est du grignotage, mais prenons un peu de recul. Pour un enfant, on appellerait ça un goûter, et ça pose de problème à personne. Mais soudainement, quand on deviendrait adulte, à 18 ans et un jour, on n'aurait plus le droit de prendre un goûter. Perso, c'est une perspective qui me rend assez triste. Donc c'est vrai qu'on retrouve quand même une dimension morale autour de ces prises alimentaires, qu'elles se fassent au moment du goûter, dans la matinée ou le soir devant la télé par exemple. On a grandi dans une société où il est coutume de manger 3 fois par jour, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Mais bon, sur le terrain, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes ont plutôt tendance à sauter le petit déjeuner ou se contentent d'un verre de jus d'orange, ce qui nous fait en fait 2 repas par jour, en théorie. Petit disclaimer, cela dit, il n'y a rien de problématique en soi à ne pas prendre de petit déjeuner, on n'est pas tous égaux face à ça, et c'est assez fréquent chez beaucoup de gens. En revanche, chez certains profils, ça peut être quand même intéressant de travailler dessus. Mais revenons-en à nos repas. Si on regarde ailleurs, on se rend compte que tout ça c'est très culturel. Par exemple, en Asie du Sud-Est, on retrouve beaucoup de petits repas répartis tout au long de la journée. Par contre, là, en Espagne, on va manger assez tard. Et dans certains pays nordiques, les repas, ils sont pris beaucoup plus tôt, parfois vers 17h. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bien qu'on ait un rythme imposé par nos normes sociales, en réalité, il n'y a pas de règles. On réagit pas tous de la même manière face à la nourriture, et il y a une vraie variabilité entre les individus. Certaines personnes ont une faim plus stable, ou d'autres ressentent des variations plus marquées au cours de la journée, et surtout, on n'a pas tous la même sensibilité aux stimuli alimentaires. Par exemple, voir ou sentir de la nourriture peut suffire à déclencher une envie chez certaines personnes, alors que chez d'autres, ça n'a quasiment aucun effet. Et cette différence, elle est en partie liée à des facteurs génétiques, mais attention, on parle pas d'un gène du grignotage, rien de déterministe en soi. On parle plutôt de prédispositions qui influencent nos comportements et qui s'expriment différemment selon l'environnement, les habitudes et l'histoire personnelle. Le grignotage peut devenir vraiment problématique dans certains cas, pas parce qu'on mange en dehors des repas, mais parce que ça s'accompagne de tout un vécu derrière avec des répercussions psychologiques. En fait, on retrouve très souvent de la culpabilité parce qu'on pense avoir mangé quelque chose de mauvais, et avec ça, il peut y avoir de la honte, de la peur de grossir et parfois une vraie sensation de perte de contrôle. Le deuxième point, c'est la composition de ces prises alimentaires. Souvent, quand on va grignoter, on a tendance à se tourner vers des aliments riches en sucre, en graisse, mais aussi pauvres en fibres et en protéines. On dit que ce sont des aliments avec une densité calorique élevée, donc peu de volume et de satiété pour beaucoup de calories. En troisième point, on va retrouver le contexte dans lequel on mange. Par exemple, devant un écran, en travaillant, ou simplement par automatisme debout dans la cuisine. Et quand on est concentré sur autre chose, on a tendance à manger plus que prévu sans en avoir conscience, parce qu'on est beaucoup moins, voire pas du tout, attentif à ses sensations alimentaires. L'addition de ces facteurs, elle peut mener à une prise de poids à long terme, c'est vrai, puisque la consommation de ces aliments riches, plus la déconnexion à la prise alimentaire et aux sensations, plus les impacts psychologiques, peuvent créer un engrenage sur lequel on reviendra juste après. Attention, cela dit, gros disclaimer, grignoter ne veut pas dire prise de poids systématique, loin de là. Le contexte alimentaire global est à prendre en compte puisque c'est le surplus calorique au long terme qui peut provoquer une prise de poids. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, on va enfin pouvoir parler de ce qui se passe vraiment derrière, des différents facteurs qui mènent au grignotage et comment ils s'entretiennent mutuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les grignotages ne viennent jamais d'une seule cause. Les facteurs, ils interagissent entre eux. Le premier point à évoquer, c'est l'environnement alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la nourriture est très disponible, très accessible et souvent très appétante. Ça peut aller d'une odeur de croissant en passant devant une boulangerie à une publicité pour des burgers. D'ailleurs, les enfants y sont tout aussi exposés puisqu'ils sont aussi visés par la publicité. Pour ceux qui vivent en ville, c'est d'autant plus vrai avec la démocratisation des services de livraison à domicile
ou l'omniprésence d'enseignes de restauration rapide. Dans cet environnement alimentaire, on pourrait aussi ajouter ce qui se trouve dans tes placards. Donc si tu sais qu'il y a tes biscuits ou tes chips préférés dans tes placards, tu seras peut-être plus à même d'en avoir envie, là où tu n'y penseras probablement pas si tu n'en as pas. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tu ne dois jamais avoir d'aliments plaisir dans tes placards, attention. C'est d'ailleurs le genre de choses sur lequel tu peux travailler avec une diète comportementale ou un psychologue si besoin. Ça nous montre bien qu'au-delà de cette question de volonté, il y a une stimulation permanente. Et plus il y a de stimuli alimentaires, plus les prises alimentaires spontanées peuvent être susceptibles d'augmenter, même sans fin physiologique. Le deuxième point que j'aimerais aborder concerne la restriction cognitive. Là, on va plutôt toucher au comportement alimentaire. J'en ferai très probablement une vidéo dédiée, mais si je dois résumer en gros, plus on essaye de contrôler strictement son alimentation avec des règles rigides, plus on augmente le risque de perdre le contrôle que l'on s'impose à un moment donné, et c'est souvent là où on se retrouve avec ce que les gens appellent craquage, qui se manifeste comme des pulsions souvent perçues incontrôlables. Ça peut même parfois aller dans des extrêmes plus graves, voire pathologiques, et que l'on va alors qualifier de troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresserait que je traite en vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochaines. Mais donc cette restriction cognitive, elle peut entretenir certains comportements, mais je t'en donnerai un exemple un peu plus tard dans la vidéo. Le troisième point, et je pense que celui-là il va parler à tout le monde, c'est le facteur émotionnel. En fait, l'alimentation, elle peut jouer un rôle de régulateur émotionnel, qui est d'ailleurs un mécanisme très classique et loin d'être problématique par essence. Parfois un peu de stress, d'agitation, d'ennui, et même parfois de joie, ça peut te pousser à manger même si tu n'as pas faim. Et encore une fois, je vais ajouter un disclaimer, si ce genre de comportement reste occasionnel, il n'y a aucune inquiétude à avoir parce que c'est tout à fait normal. En revanche, si c'est plus régulier et que tu sens que ça te pèse émotionnellement, je te conseille d'éventuellement te tourner vers un diététicien spécialisé ou un psychologue pour t'aider un peu à identifier l'origine de ces comportements et pouvoir travailler dessus. En quatrième et pas des moindres, on va retrouver le système de récompense alimentaire, qu'on appelle parfois aussi la hedonic hunger en anglais. C'est tout simplement le fait d'avoir envie de manger pour le plaisir, même quand le corps n'a pas besoin d'énergie. Typiquement quand tu n'as plus faim mais que tu vois un dessert qui te fait envie, t'as peut-être quand même envie de le manger. Et ce système, il est lié au circuit de récompense du cerveau. Plus un aliment est perçu comme plaisant, plus il attire ton attention et déclenche l'envie. Et avec notre environnement actuel où les aliments sont très appétissants et sont partout, ce mécanisme, il est constamment stimulé. C'est ce dont on parlait dans le point numéro 1. Mais nuance importante, ce n'est pas parce que tu ressens cette envie que tu vas forcément manger plus. En fait, la recherche nous montre que ça reflète surtout une attirance mentale pour la nourriture, mais pas directement la quantité consommée. En revanche, encore une fois, ça peut devenir problématique quand cette envie, elle devient ingérable. On en vient au 5e et 6e point qui sont plutôt situationnels et ils expliquent pas tous les comportements, mais en tout cas peuvent les déclencher. On va retrouver par exemple la carence énergétique. En fait, si tu manges trop peu sur la journée, mais que tu as sauté un repas, le corps finit par compenser à un moment donné, et ça peut se manifester par des grignotages chez certaines personnes, mais parfois de manière beaucoup plus intense chez d'autres, allant même jusqu'à la crise d'hyperphagie si cette carence devient chronique. Bien sûr, ça n'est qu'un facteur isolé, encore une fois. Mais donc ces grignotages, on voit bien qu'ils peuvent être une réponse physiologique normale à un déficit en énergie. Et dans la même logique, il y a un facteur qu'on sous-estime souvent, c'est la fatigue. En fait, lorsqu'on manque de sommeil, il se passe plusieurs choses. D'abord au niveau physiologique, les signaux de faim et de satiété sont modifiés, et on observe souvent une augmentation de la sensation de faim. Et au niveau cérébral, le contrôle cognitif est moins efficace, c'est-à-dire qu'on peut aussi être beaucoup plus sensible aux stimulations de l'environnement dont on parlait en point numéro 1. On se retrouve donc avec des choix alimentaires un peu plus impulsifs, et donc cette fatigue, elle agit plutôt comme un amplificateur des facteurs que l'on a cités plus tôt. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces facteurs, ils ne s'additionnent pas simplement comme une liste. Ils interagissent entre eux. Ça veut dire qu'un facteur peut amplifier les effets d'un autre ou rendre quelqu'un beaucoup plus sensible à une situation donnée. On va prendre un exemple très concret. Alexandra, 42 ans, elle rentre du travail, sa journée a été compliquée, elle est fatiguée, elle est stressée, et il faut encore s'occuper des enfants ce soir. La journée, elle est loin d'être finie. Ça, c'est notre facteur émotionnel. Mais Alexandra, elle n'a pas vraiment mangé ce midi, parce qu'elle n'avait pas le temps. Ça, c'est notre carence énergétique. Elle arrive chez elle, elle ouvre ses placards, il y a des biscuits, du chocolat,
Des chips, du fromage, des aliments faciles à manger, ça, c'est notre environnement alimentaire. Mais Alexandra, elle essaye aussi de faire attention, parce que c'est bientôt l'été et elle s'est dit qu'elle éviterait le sucre et le gras ce mois-ci. Et puis de toute façon, dans la tête d'Alexandra, les goûters, c'est que pour les enfants. Ça, c'est notre forme de restriction cognitive. Sauf que comme on l'a dit plus tôt, là, notre Alex, elle est fatiguée. Et quand on est fatigué, le contrôle, il est plus fragile et les envies sont plus fortes. Donc à ce moment-là, quand elle rentre chez elle et qu'elle est toute seule, il commence à manger un peu, puis un peu plus, et encore. Et après coup, elle a l'impression d'avoir craqué, et ça c'est une situation que beaucoup de personnes vivent sans forcément comprendre ce qui se joue derrière. Et ce sentiment d'avoir craqué, il peut de nouveau mener à des restrictions volontaires, à du stress et à des sentiments négatifs, et du coup peut-être même à une carence énergétique qui, on l'a vu, peut être un facteur déclencheur, et c'est comme ça qu'on entretient le mécanisme sans s'en rendre compte. Du coup, sans savoir pourquoi, c'est peut-être pour ça que notre Alex, elle recommencera à grignoter demain à 16h en rentrant du boulot. Donc avec ce petit exemple, tu comprends bien que les grignotages, ils ont une origine multifactorielle, comme d'ailleurs pas mal de comportements alimentaires. La faim, la satiété et les prises alimentaires sont le résultat de mécanismes physiologiques complexes que la science ne connaît pas encore en intégralité. Et comme pour beaucoup de sujets en nutrition, il reste encore pas mal de choses à découvrir. Dans bien des cas, les grignotages ne sont pas graves en soi. L'important, c'est de savoir comment les gérer et les recevoir émotionnellement, d'avoir conscience des mécanismes qui en sont à l'origine et éventuellement de trouver des petites alternatives. Parce que oui, ce que je suis en train de te dire, c'est pas qu'il faut totalement les accepter et partir en roue libre totale. Il existe bien évidemment des axes sur lesquels on peut travailler pour les réduire. Cela dit, il reste important de retenir que si ces grignotages sont occasionnels, peu importe leur composition, ça fait aussi partie d'un régime alimentaire avec lequel on a un rapport sain. Parce que nous sommes humains et toujours chercher la cause d'un comportement, tout conscientiser, c'est loin d'être forcément utile pour avancer, voire même ça peut devenir anxiogène. En fait, avoir conscience des causes ou des facteurs qui peuvent mener à un comportement, c'est loin d'être synonyme de les accepter et de les laisser couler. Et les accepter, c'est aussi faire preuve d'une qualité importante quand on parle de comportement alimentaire, la flexibilité. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et commenter, et n'oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochains sujets. Bisous!